ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 5 étapes pour bien gérer ses finances avant son investissement immobilier. Aujourd'hui, j'accueille Katia Finance qui va nous aider à construire nos finances de telle sorte à ce qu'on soit fin prêt pour son investissement immobilier. Katia est experte en finances personnelles, elle est d'excellents conseils pour tout ce qui est la gestion de son budget. Elle a également investi en immobilier à titre personnel et également dans d'autres types d'investissements. Donc aujourd'hui, on va découvrir Katia ensemble et elle va nous partager les fameuses 5 étapes. Salut Katia! Salut et enchantée, avec plaisir de partager tout ça. Alors, aujourd'hui déjà, on va apprendre à te connaître parce que j'imagine que les auditeurs ne te connaissent pas forcément. Donc, tu es Katia Finance, donc ton compte Instagram c'est Katia Finance et je te propose de te présenter un petit peu d'où tu viens déjà de façon un peu chronologique, où tu as grandi et comment t'en es venu à t'intéresser aux finances personnelles. Avec plaisir. Enchantée tout le monde. Moi, c'est Katia Finance. Je suis coach en finances personnelles et l'investisseuse et j'aide les femmes à prendre en main leurs finances personnelles et à commencer à investir. L'histoire personnelle avec les finances a commencé il y a bien très longtemps. Je fais partie des rares personnes bizarres, à la limite on peut dire, qui s'intéressent aux finances dès l'âge de 15 ans. C'était toujours ma passion, tout ce qui est investissement, gestion, etc. Je pense que j'ai dévoré les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, à 16 ans. Depuis, je l'ai lu en russe, anglais, en français. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'époque. Or, je n'y pouvais pas investir, bien évidemment. Je n'ai pas eu les moyens à l'époque, mais voilà, ça réfléchissait déjà. Mais d'où Et ça vient ça alors du coup? Dans ta famille Non, pas du tout. Je pense que c'est plus histoire personnelle. En fait, moi, je viens de Biélorussie et j'ai toujours savé que je ne veux pas habiter en Biélorussie. Je voyais pas les matchs entre ma personnalité et la manière dont les sociétés les structuraient. C'est génial pour les tourismes, allez-y. Mais pour habiter là-bas, non, ça me correspondait pas. Donc, je savais que je vais partir. Comme tu habites en Biélorussie où 5 euros, tu vois, aujourd'hui 5 euros pour moi, c'est à la limite un café à Paris parce que j'habite à Paris. Là-bas, c'est carrément les dîners pour 2 personnes. Peut-être un peu moins quand même. Aujourd'hui, c'est bien augmenté au niveau des prix. Donc, pour partir, comment tu vas faire exactement? Tu commences à chercher les ports de départ. Donc, les finances étaient assez importantes pour partir, en fait. Comment je vais obtenir ce que je veux et comment je vais partir. C'est dingue, tu veux dire qu'à 15 ans, tu avais déjà conscience de ça, que tu voulais partir, quoi. Mais je crois que mes parents m'ont dit qu'à l'âge de carrément 12-13 ans, je disais toujours, je vais partir, je vais habiter à côté de la mer, je vais être dehors. J'ai vraiment eu cette idée que je vais pas rester en Biélorussie. Et tes parents, ils disaient quoi? Eux, ils voulaient rester en Biélorussie ou ils Et disaient toute ma famille est restée en Biélorussie, la personne qui est partie sauf moi. Mon frère, il a fait les tentatives de départ. Il était parti en Pologne pendant quelques mois et il est très vite revenu en disant que c'est très compliqué. Mes parents sont en mode, oui, si tu as une petite maison au bord de la mer, on y va, quoi, tu vois, vas-y, pourquoi pas. Non, mais comment tu peux partir à cet âge-là, soit via les études, soit il te fait, dans la tête des gamines qui a 15 ans, il te faut beaucoup d'argent. Je me souviens très bien, tu vas repasser les heures sur Internet, au moment où on a eu l'Internet, tu sais, à l'époque, avec les téléphones, avec cette son bizarre. J'ai regardé les activités apprentissage des langues en quelque part, ça va coûter 1 000 euros. Je dis, mais hors des questions, jamais j'aurais payé ça parce que je n'ai pas autant de moyens. Donc, si tu veux, l'intérêt, il était là et après, ça m'a amusé. L'économie, macro, micro, c'était drôle. À l'âge des 16 ans, j'ai déjà gagné le concours national en Biélorussie. J'étais 3e dans les pays qui a traité les sujets d'économie
C'était organisé par les ministères d'économie dans les pays pour les jeunes, si tu veux, on sort des Ah ouais. Olympiades, mais dans les matières. Et du coup, à l'âge de 17 ans, j'étais partie grâce à la bourse notamment. Donc, j'ai obtenu les bourses dans les collèges américains en Lituanie qui m'a payé et les études et les logements. Donc, limite, rien à faire. Quelques cours d'anglais et tu paies pour ta nourriture. Ça y est, tu pars. Après, je voyageais, j'ai travaillé un peu partout. J'étais en Californie, j'étais en Minnesota, j'étais en Grèce. J'ai fait un passage très rapide en République tchèque. Et c'est notamment en Grèce, j'ai rencontré mon futur mari. À l'époque, c'était mon copain qui était français. Et lui, il était fonctionnaire. Donc, pour lui, c'est impossible de bouger en dehors des pays parce que qu'est-ce qu'il va faire au niveau du travail? Donc, c'est comme ça que je suis venue. Mais j'ai dû refaire les masters. J'ai dû apprendre le français parce que les premières 3 ans que j'ai habité en France, je parlais pas français. Et c'est là, enfin, j'ai eu les moyens, tu vois, les premiers salaires, les premiers investissements pour commencer à investir. Après, je suis passée par les phases des créations des startups. J'en ai eu 12, j'ai revendu par la suite. J'ai fait les carrières dans l'informatique, j'ai eu des CDI, voilà, avec les sécurités d'emploi. Et c'est là, notamment, où j'ai commencé à investir, où j'ai commencé à faire mes premières acquisitions pour les biens immobiliers. On s'est mariés depuis, on a eu des enfants, j'ai lancé Casa Finance, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé pour atterrir aujourd'hui avec Casa Finance, qui est mon activité, des coachs et des quelqu'un qui accompagne des femmes pour à la fois apprendre en main ses finances personnelles parce que j'accompagne des femmes qui sont découvertes ou qui ont du mal, si tu veux, à gérer. Et ensuite, deuxième étape, c'est à commencer à investir par la suite. Mais alors attends, déjà, t'as eu une vie incroyable, mais t'as quel âge là? Enfin, j'ai le droit de poser la question? Oui, j'ai 33. Ah, t'as que 33 et t'as fait tout ça? Attends, j'ai 2 enfants. J'ai l'impression que c'est ça qui fait plus tilter les gens. C'est pas ma vie avant, parce que là, c'est trop, c'est pas mal, mais tu vois, quand j'ai dit que j'ai 2 enfants à l'âge de 33, là, c'est, ah ouais, oui, j'ai fait tout ça avec 2 enfants et des filles. Ah ouais! Et parce que, et du coup, quand attends, parce que moi j'aime bien approfondir et tout comprendre. Du coup, quand tu voyageais, à ce moment-là, t'étais employé à chaque fois quand tu disais la République tchèque, la Grèce, etc. Enfin, c'était des missions, comment tu faisais? Oui, en fait, comme moi j'étais en collège américain, c'est le système qui est un peu différent de la France. Donc nous, on était libre de choisir le nombre de cours que tu vas suivre, parce qu'en fait, pour ton parcours, pour obtenir ton master, tu dois faire un certain nombre de crédits. Un cours, c'est un crédit, ça peut être 2 ou 4. Ou pour finir ton baccalauréat, tu dois faire le nombre de crédits. Déjà, je faisais le maximum de crédits pour finir plus vite. J'ai fini en 4 ans au lieu des 7 ans comme d'autres gens faisaient. Et en plus, avec tes cours, tu es libre à partir des carrément mi-mai, même début mai, jusqu'à carrément septembre, mi-septembre. Donc là, c'était donc presque 4-5 mois dans l'année où tu es disponible. Donc, au lieu de revenir comme les autres chez papa, maman, profiter, avoir ses copains, moi, j'ai parti à travailler parce que c'est moi qui ai financé en fait, après mon année d'études, avec ce que je gagnais à l'époque pendant 4 mois en Californie, ça me suffisait pour vivre 8 mois en Lituanie. Et c'est qu'à partir du 8e mois à peu près, je disais, papa, maman, aidez-moi. Et ils m'ont aidé un peu pour la nourriture parce que j'ai eu toujours la bourse pour les logements et pour les études. Et après, j'ai donné les cours ou d'autres choses. Donc, pour moi, c'était ma manière de financer mes études et en plus par voyager parce que comme tu parles à 18 ans en Californie pendant 4 mois, mais tu imagines que Californian Dream, c'est là où on explore les mondes. Donc, oui, oui, j'ai eu cette opportunité, je la saisis direct. Et quand t'es arrivé en France, du coup, t'as réussi à trouver un emploi ou c'était compliqué? Alors, non, pour arriver en France, déjà, mon copain à l'époque, il était français. Mais pour moi, c'était hors des questions d'arriver en France et faire, maintenant, c'est à toi de me soutenir financièrement, c'est à toi, voilà. Donc, hors des questions, c'était pas acceptable. Donc, ce que je fais, j'ai trouvé un programme à Paris où j'ai refait un deuxième master, mais j'ai eu la bourse encore une fois. J'étais parmi les 3 personnes dans l'histoire entière de cette université d'obtenir les bourses d'études. C'était les bourses des 60%, je crois. Mais c'était déjà énorme parce qu'à l'époque, je n'y pouvais pas payer. Et pendant les temps que je faisais ce master, j'ai appris les langues parce que je parlais pas français et mes études, ils ont été en anglais. Et c'est là où j'ai lancé mon première startup. Donc, mon but, c'était oui, je viens en France parce que mon copain il est là,
Mais si toutefois ça marche pas, moi j'aime bien toujours avoir les plans B. Je t'aime, mais non. Plan B, si quelque chose se passe pas très bien, où est-ce que je vais me loger demain? Comment je vais payer pour ma nourriture? Donc j'ai toujours eu cette idée en tête que j'ai quelque chose, donc je vais pas juste venir et être là-bas en mode bonjour, tu sais. Mais je vais avoir les études, je vais avoir mon diplôme, je vais commencer à faire les stages. Et c'est grâce à ces études que je commence à faire les stages. Les stages, c'était vraiment bizarre. Moi, j'étais à 50% en anglais, 50% en français. J'ai utilisé les Russes parce que j'ai travaillé également avec différents pays et tout. Donc, c'est là où j'ai appris les langues. Et c'est que, à la limite, 3 ans plus tard, après mon installation en France, que euh, j'ai commencé à parler les langues et j'ai eu mon CDI. J'ai fait un passage dans les salariats quand même parce que c'était important pour les stabilités, pour les crédits, pour l'achat des résidences principales. Bref, beaucoup de choses. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. Non, non, mais c'est génial. Non, mais c'est super. Mais en gros, enfin, t'es quand même quelqu'un de brillant parce que pour obtenir les bourses à chaque fois, parce que t'es super forte en études, ça c'est chouette. Et puis je comprends que t'aies eu besoin, au vu de tout ton parcours, d'être tout le temps au carré sur tes finances personnelles parce que sinon t'aurais pas pu t'en sortir En si fait, t'étais oui, pas au carré, quoi. Enfin, c'était par nécessité parce que à l'époque, si on revient à l'étude, donc mes parents, ils m'ont donné, je me souviens très bien, $150 par mois au tout début. Donc $150, c'est ton budget pour te nourrir, acheter les vêtements, acheter les billets aller-retour si tu veux aller voir tes parents. Bah, en fait, pour vivre, oui, je les bourses pour les études et pour les logements, mais les restes, bah, pour vivre, tu as $150. Tu vas dans d'autres pays, tu as ta propre carte, bah, parce que je verrai les comptes bancaires, etc. Si tu dépenses tout, bah, débrouille-toi, parce que en plus, on parle il est à 10 ans, il n'est pas des virements bancaires. Si tu n'as plus d'argent, ton papa, il ne peut pas te faire les virements par la banque pour t'aider. Et en plus, avec mon éducation, c'était hors des questions. Donc, je me souviens très bien, en septembre, je partais et si mon père savait que je vais venir en décembre, c'était voilà, les sommes que pour 5 mois à venir et tu sais qu'avec cette somme, tu dois acheter les billets, etc. Donc, tu dois les faire, mais en plus, ça ne me gênait pas parce que, tu vois, ça, à la limite, c'était ma première liberté. J'ai mon budget, je me finançais moi. Donc, ça, c'était les premières années. Et à partir de deuxième année, parce que voilà, à la fin des premières années, j'étais partie en Californie. Là, c'était même pas ça parce que je vivais avec ce que j'ai gagné sur l'été. donc, maintenant, je pense qu'on a bien appris à te connaître. Moi, ce qui m'intéresse aussi rapidement, c'est de voir, avant de parler des fameuses 5 étapes, de voir toi, qu'est-ce que toi, t'as fait comme investissement à titre personnel. Ok, j'ai commencé avec les résidences principales. Attention, je ne dis pas que la résidence principale, il est bon investissement ou l'investissement tout court. Dans mon cas, ça l'était. On achetait un appartement qui a nécessité beaucoup de travaux. On savait déjà qu'on va la retaper complètement. On savait déjà qu'on va la revendre. Donc, un bon endroit, bonne surface, travaux, embellissement, etc. Donc, les premiers achats, c'était les résidences principales. Avec ton mari, du coup. Ah oui, voilà. Et après, directement, on a entamé avec l'achat des murs de commerce. Donc, et encore, comme j'ai dit, bon, mère des familles, c'était même pas les murs de commerce, c'était le mur des commerces occupés déjà. Donc, j'ai trouvé quelque chose où j'ai les historiques des paiements, je savais exactement combien je vais toucher chaque mois, je savais exactement calculer la rentabilité, etc. Et donc, du coup, c'était un premier mur, deuxième mur. Après, on est parti Et alors, sur... attends, c'était quoi comme type de commerce? J'ai une barre, tu vois, c'est assez drôle de dire Oh, j'ai trop une barre. cool! J'ai une barre, j'ai un bubble tea, pâtisserie. Et après, le troisième achat qu'on a fait, là, on a essayé les locatifs. Donc, on a acheté un appartement Et juste pour savoir, ces locaux commerciaux, ils sont où? à Angers. À Angers, ok. Donc, tous les gens qui nous écoutent à Angers, si vous allez au centre-ville, il y a un bar, il y a un bubble tea que vous pouvez visiter qui m'appartient. Donc, Trop bien. Et du coup, donc là, tu as tes 2 premiers locaux commerciaux à Angers. Parce que toi, mhm. t'habitais à Angers à l'époque ou t'habitais déjà à Non, pas Paris? du tout. On a habité à Paris, mais on a les familles à Angers et à Tours. Ok. Donc, ça me permet de prospecter une fois qu'on est sur place. Donc, toutes mes prospections, l'achat, il est fait. Tiens, c'est une anecdote, je vais te parler de mon troisième achat. Ouais. Quand je visite les familles, je batch avec les visites. Ça veut dire que je vais sur place et je vais utiliser ce temps pour visiter un, deux, trois choses. Donc, batching, c'est visiter en masse, en fait, et profiter au maximum des temps disponibles sur place.
Même le deuxième, on a acheté sans l'avoir vu. En fait, mur de commerce, tu achètes ton business et c'est pas autant d'importance que le locatif. Donc, je l'ai vu après avoir signé chez le notaire, mais on a envoyé quand même mon beau-père pour vérifier au cas où avant. Et d'ailleurs, pour les anecdotes, c'est pour les troisièmes biens qu'on a achetés. Là, c'était l'appartement. C'était autour de Noël. Donc, on visite la famille de mon chéri à Tours, Noël. J'ai une petite fille qui a 3 mois. Honnêtement, je me comme pas possible, je n'ai rien à faire, tu sais. Après, tous les repas en famille, tu as déjà vu tout le monde. C'est ce moment où tu es vraiment calme, tu n'as pas grand-chose à faire, tu as un petit bébé, donc tu vas sortir beaucoup. Et là, pareil, je commence à prospecter. Je vais avoir un petit appartement, 62 mètres carrés, je crois, T3, à 5 minutes à pied de chez mes beaux-parents. Je dis, tiens, ça m'intéresse, tu vois, c'est pas mal. Donc, j'organise les visites le jour même. J'ai mon beau-parent qui adore aussi toutes mes aventures. À la limite, c'est lui qui me soutient le plus dans les familles. Il dit, tiens, je vais venir avec toi. Donc, on vient, on visite l'appartement. Donc, c'est lui, moi et les poussettes avec ma fille qui a 3 mois à l'époque. Et du coup, on visite, je vois que c'est un bon appartement. Et là, j'ai fait tout de suite une offre parce que je vois que c'est du potentiel. Et en plus, comme je l'ai visité, je vois que c'est quelqu'un qui vient de divorcer. Il est en chambre des bébés. Il a d'autres chambres où tu as beaucoup de bouteilles, des mégots. Clairement, les personnes vues sont débarrassées. Il habite depuis 6 mois en Allemagne. Donc, bref, je vois que là, tu vois que tu peux négocier. J'ai fait une offre, moi, 30% direct. 30% en dessous du prix affiché. Oui, même pas, mais oui, même pas réfléchir à combien je peux la louer, etc. C'est en mode, bah, ça passe ou ça passe pas. Et du coup, bah, on rigole avec mon beau-parent, on revient. Et pendant le temps qu'on marche, il a l'agent commercial, l'agent immobilier qui m'appelle, il dit, en fait, votre offre, il est accepté. Ah. Bah, elle est payée directement, la personne a accepté parce qu'elle voulait vraiment se débarrasser de cet appartement. Donc, on arrive à la maison, on rigole et tout. Et là, je me souviens très bien, mon beau-père, tu vois, il me tape sur les épaules. Il me dit, et maintenant, vas-y dire ça à ton mari. Donc, on vient de partir se balader. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on va faire. Juste comme ça, on revient, on a fait un offre sous l'appartement. Là, je dis, oh mince, je n'ai même pas pensé, tu vois. Et je dis, ok, ben, on rigole, on rigole. Je vais voir mon mari, je dis, ben, tiens, chérie, on vient d'acheter un nouvel appartement. Tout de suite, sa réaction, je veux voir aussi. Donc, on appelle l'agent à nouveau, on visite l'appartement. Et là, on voit et tout, il dit, il a le moyen de la négocier encore. Je dis, écoute, avec la négociation que j'ai déjà fait, c'est bon. Et on a tout de suite fait les procurations pour les signatures et on a parti. Et ensuite, c'est les beaux-parents qui ont signé pour l'appartement. On l'a eu 3 mois plus tard. C'est pour ça que tous mes achats, ils sont carrément à Angers et à Tours parce que bah, j'ai profité de mes déplacements en famille. Tu as logé, tu es sur place et du coup, tu peux profiter un peu. Ah ouais, mais c'est génial. Et donc en fait, donc toi, on va peut-être en parler maintenant, c'est intéressant. C'est que toi, tu as démarré avec l'immobilier, quand même. C'est un peu le Oui, démarrage de tes investissements, t'es parti là-dessus. Et après, tu t'es intéressé aussi aux autres sortes d'investissements, c'est bien ça l'ordre? oui. Déjà, par manque des moyens. Et là, on ne parle pas des... tu sais, moi, j'ai dit que vous pouvez commencer à investir avec 20 euros, 30 euros, 50 euros en bourse, etc. Là, on parle vraiment des manques des moyens. On parle des étudiantes qui lancent les startups pour se financer un peu ses sorties à la limite. Donc, c'était un peu inaccessible. Dans l'immobilier, c'était plus simple parce que dès que j'ai eu mon CDI, c'était beaucoup plus simple d'aller faire les crédits que commencer à investir de côté. On a eu vraiment un petit budget à l'époque. Et c'est plus tard que j'ai découvert tous les autres. J'ai commencé à faire ce que je voulais faire depuis des années. J'ai eu les fonds disponibles. Parce qu'avec immobilier, tu as cet effet de levier. Tu peux investir avec les crédits. Parce que tous mes investissements que je viens de citer, ça a 110% pour les crédits. On a peut-être sorti 6 000 euros pour faire les travaux dans l'appartement dont je viens de parler. Ok. Mais les restes, c'est 110%. On n'a jamais sorti un seul centime de notre poche. Et c'est plus tard que je commençais à mieux gagner ma vie. On a commencé à avoir un peu des gras en fait, disponibles que je pouvais vraiment me permettre. Et je commençais à investir en bourse. Je commençais à investir en crypto. Et là, tout récemment, j'ai investi avec mon premier. J'ai souri parce que c'est tout récent. J'en suis tellement fière. J'ai investi pour les immobiliers à étrangers. Tu peux dire le pays ou pas du tout? J'ai pu, c'est à Dubaï.
D'accord, ok. Mais je n'ai pas les reculs nécessaires pour te dire est-ce que c'est bien marché, pas bien marché, etc. C'est tout récent, j'en suis extrêmement fière parce que pareil, je voulais la faire. Donc, c'est fait. Après, si tu veux, dans un an, on en reparle et je vais te dire qu'est-ce que ça va donner. Ok, ok. Mais en tout cas, j'adore ton parcours. En immobilier, du coup, tu t'es arrêté là ou t'as encore acheté d'autres trucs? Non, on s'est arrêté parce que là, après, c'était les Covid. J'ai eu un petit passage burn-out personnel après les Covid, changement de travail, lancement d'activité. Il y a eu beaucoup de choses, donc je me suis dit, je me calme. Et maintenant, j'ai vu plus partir soit sur les murs de commerce, je vais relancer l'investissement, soit plus l'investissement à l'étranger. Ok. En tout cas, merci. C'est vraiment chouette de nous avoir partagé ton parcours. Donc, c'est super clair et je me dis que c'est peut-être le moment de commencer à parler des fameuses 5 étapes pour bien gérer ses finances avant de se lancer en investissement immobilier. Donc, on a réfléchi juste avant l'épisode, on s'était dit 5 étapes, c'est parfait. Donc, je te laisse attaquer pour présenter aux auditeurs, parce que je considère que franchement, t'es une experte au vu de la difficulté de gestion financière que t'as dû mener tout au long de ta vie et de ton parcours. Moi, je t'avoue que je me sens pas du tout légitime à parler de gestion financière parce que je suis quelqu'un qui a jamais utilisé un fichier Excel pour ses finances. Jamais. Tu vois, j'étais toujours bah zut, quand j'étais étudiante, j'étais plus en mode je me serre la ceinture, je mange que du riz pendant 2 semaines et puis voilà quoi. Tu vois, je calculais pas du tout. Moi, c'était une catastrophe. Mais du coup, je suis contente de t'avoir parce que tu vas nous donner plein de bons conseils. Donc, je te laisse. J'ai envie de dire que les premières étapes, c'est tout simplement prise des consciences. Il y a 2 sujets que vous allez avoir dans votre vie qui vont vous toucher, peu importe que vous êtes d'accord ou pas, c'est la santé et les finances. N'importe quel autre sujet, bon, on peut éviter, on peut peut-être dire que c'est pas trop important. La santé, on est d'accord que voilà, ça touche tout le monde. Les finances, pareil. Que vous voulez ouvrir votre entreprise, changer les carrières, investir, discuter des finances avec votre conjoint. Bref, tous les vies perso, pro, amoureuses, etc. On a toujours cette notion des finances, donc c'est important déjà savoir que ça fait partie de notre vie et prendre cette conscience que, ben, en fait, c'est toi qui gères. Les problèmes principaux que je vois avec toutes les femmes que j'accompagne, et je n'ai beaucoup qui ont du mal à prendre les finances en main, qui sont découverts leur endettement, c'est que tu n'as pas acteur de tes finances. Parfois, tu n'as pas acteur de ta vie, tout simplement. D'ailleurs, les finances, c'est les manières les plus sûres de booster votre développement personnel, plus, plus, plus. Si vous allez prendre en main vos finances et vous allez vraiment changer votre mentalité par rapport à vos finances, là, l'effet, ça va être, bon, là, on parle sur le podcast des investissement, augmentation des revenus, sérénité financière, liberté financière, les différences ça va faire dans votre vie, ça va être énorme. Donc, prise de conscience que c'est moi qui gère. En fait, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui décide. C'est pas, je rentre dans les magasins, c'est mon portefeuille. Va aller se balader, acheter les choses. C'est moi qui décide qu'est-ce que je veux en faire ou pas faire. J'allais C'est dire moi qui... aussi, Ouais. c'est nous les parents qui décidons, c'est pas les enfants qui décident aussi. Et c'est la même chose avec les finances personnelles. En fait, on a la tendance d'associer les émotions qui n'ont pas dû être là. Les finances, c'est juste une ressource. Imaginez que vous allez être tant par mois. On peut la gérer comme on le souhaite. Et si on enlève tous les côtés émotionnels, les croyances, les peurs, les discutes avec nos conjoints, etc., ça doit être simple. Je gagne 100 euros. Je sais que je ne peux pas dépenser plus que 100 euros. Dans ces 100 euros, je vais prendre 5 pour ça, 10 pour ça, 15 pour ça. Donc, techniquement, c'est simple. Mais on donne ce pouvoir d'avoir des émotions autour, d'avoir les croyances autour, de se sentir coupable, de se sentir pas à la hauteur, de penser que c'est pas à nous de décider, d'avoir mal à l'aise de demander. Bref, il y a toute cette partie autour qui va nous faire mal gérer ou ne pas gérer tout simplement. C'est moi qui est le responsable. Il n'y a personne d'autre qui va venir me sauver. Il n'y a pas Katia Finance qui va débarquer dans votre salon, va faire les fichiers Excel pour vous, il va vous suivre à chaque fois que vous allez faire des achats. Là, c'est à la limite, c'est comme dans les avions. Il faut d'abord mettre les masques sur nous avant que mettre sur les enfants. Tu mets les masques sur toi, tu gères, c'est toi les responsables. Tu fais pas,
bah, tu vas suffoquer, tu vas mourir. Mais je suis désolée. Mourir dans les finances personnelles, tu vas finir à découvert, tu vas pas pouvoir investir, tu vas mal gérer, tu vas pas avoir les patrimoines. Donc, les conséquences sont là. Complètement. Donc, première chose, prise de conscience des faits que c'est à moi de gérer, la personne qui va venir me sauver. Et c'est le sujet qu'il faut gérer au bout d'un moment. Parce que si, à passer l'âge des 18 ans, on est suffisamment grand pour faire des enfants, partir en voyage, acheter l'appartement, mais on va faire, ah, les finances, c'est compliqué. Mais en fait, ça me parle. J'avais envie d'ajouter que moi, je me rends compte aussi dans l'investissement immobilier que les gens, même en investissement, ils veulent pas être responsables de leur investissement. Tu vois, ils veulent investir en faisant confiance aux autres, mais ils prennent pas la pleine responsabilité de qu'est-ce qu'ils font de leur argent, tu vois. Ils se placent comme une victime qui, soit t'es victime un peu de tes finances, oui, mais j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai nanana. Ouais, je gagne pas Tu beaucoup, vois, je etc. gagne pas beaucoup, j'ai pas les moyens, non, et moi je peux pas me permettre, nanana. Et du coup, bah, il se bloque. Et en fait, il se place pas en acteur, tu vois, en mode, c'est moi le boss, quoi. Tu vois, c'est moi le boss de mon portefeuille, comme tu disais. Et après, je trouve aussi par rapport à ça, c'est, en fait, en investissement, moi, ce que je ressens, c'est que les gens, ils veulent le clé en main ou des investissements où, en fait, ils sont pas responsables. Tu sais, ils sont pas adultes. Tu sais, comme s'ils étaient un peu enfants de l'investissement. C'est tiens, j'ai de l'argent à investir, où est-ce que je dois le mettre? Tu peux t'en occuper pour moi? Alors qu'en fait, non. C'est toi l'adulte, c'est toi le responsable. Et enfin voilà, je voulais juste ajouter ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Comme on parle de ça, on fait une petite blague et tout, c'est pas pour vous culpabiliser et de dire que vous faites quelque chose du mal, mais c'est juste pour prendre conscience que c'est pas les vies qui passent autour. Et nous, on est là en mode, ça se passe, il y a quelque chose qui se passe. C'est au bout du moment, c'est moi les acteurs. Donc, même faire un petit exercice de se mettre en posture, OK, là maintenant, je vais imaginer que c'est moi les boss, c'est moi qui gère. Et là, parfois, je donne cet exercice aux gens que j'accompagne, effectivement, là, ils disent, ouh là 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 là, tout de suite, cette posture, en fait, ça change tout. Ça, je n'aurais pas acheté, ça, je n'aurais pas accepté, ça, je n'aurais pas resté silencieux parce que je n'étais pas tout à fait d'accord, mais j'ai décidé de laisser passer. Voilà, bref, donc les postures, ça change. Comme je suis dans les postures, c'est moi qui gère, c'est moi qui est responsable. Et on arrête de se cacher derrière les excuses. On n'y peut pas gagner beaucoup en France, il y a trop des impôts, les riches sont des méchantes, je n'ai pas eu les bonnes éducations, je n'ai pas été augmentée depuis 5 ans, dans mon région, c'est compliqué de trouver le travail, bla 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 bla. On a les tendances de sortir les excuses parce que ça nous calme, c'est très rassurant de dire que oui, c'est pas moi qui est responsable, c'est la vie, ça se passait comme ça, voilà. Comment se mettre dans les postures que bah, c'est moi qui gère, ok, dans mon région, il n'y a pas de travail. Si c'est moi qui gère, je fais quoi? C'est très compliqué d'admettre que bah peut-être il va falloir déménager. C'est très dur. C'est les décisions qui ne sont pas simples. Ou peut-être dans mon métier, je ne gagne pas suffisamment, il va falloir changer les métiers. C'est pour ça que je vous dis que en prenant en main ces finances personnelles, vous allez avoir beaucoup plus de changements dans votre vie que n'importe quel autre outil de développement personnel. Je peux vous dire que votre vie va changer. Donc, prise de conscience et à accepter ses responsabilités, accepter que c'est vous qui gérez. Ok, donc c'est bon, les auditeurs, vous avez compris, vous êtes les boss. Voilà. Ensuite, deuxième étape. Les deuxième étape, j'ai envie de dire, des prises en main de ses finances personnelles. Donc, une fois qu'on a accepté cette idée qu'on gère, ben, on fait comment exactement? Donc là, on doit passer par les étapes. On arrête de faire les politiques des autruches ou on arrête d'ignorer nos finances personnelles. Il faut les prendre en main. Donc, on passe par l'étape, on commence à comprendre combien je gagne, combien je dépense, où je dépense, combien ça me coûte, combien il me reste à la fin du mois, est-ce que j'ai suffisamment d'épargne? C'est tout le temps. C'est comme vous rentrez dans les pièces qui sont complètement noires, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et vous allumez les lumières. Vous allez voir. Ça peut être négatif, ça peut être positif, on ne sait pas. C'est les surprises. D'ailleurs, c'est pas toujours négatif. J'ai plein de gens qui j'accompagne qui vont découvrir qu'au final, leur valeur nette est largement positive. Au final, c'est qu'ils ont sur les différents comptes, épargne, etc., c'est largement suffisant pour commencer à investir. Et notre épargne de sécurité, elle est en mode plus, plus, plus. Donc, c'est bon. C'est juste cette prise en main de commencer à gérer et commencer à avoir les vrais chiffres. Tout simplement, j'ai beaucoup de gens qui ne savent pas combien ils gagnent réellement.
C'est peut-être pas le cas pour les salariés, parce que là, c'est plus simple avec les bulletins des payes, on sait exactement combien on touche. Mais toutes les professions libérales, etc., la plupart du temps, on ne sait pas. On a complètement les tendances de mélanger pro, perso. Il me manque dans les pros, je vais piocher sur le compte de auto-entreprise, par exemple. Dans les persos, c'est les mélanges. On ne sait pas combien on paye les impôts, on ne sait pas combien on doit payer à nos prestataires, etc. Donc, cette prise en main, ça passe par, en fait, on va ranger. C'est là on commence à tracer tout ce qui se passe, traquer les dépenses, voir combien on touche, etc. Donc, il nous faut de la matière pour avancer. Et cette matière, ce sont des chiffres. Et les chiffres, ça ne monte pas. Et alors concrètement, par exemple, donc là ça y est, je suis devenue un boss, j'ai compris que c'était moi le responsable de mes finances. Donc là, je dois allumer la lumière sur mes finances pour y voir clair. Donc je fais quoi, par exemple, je prends un fichier Excel et je note dans un fichier la liste de toutes les dépenses que je fais et j'observe pendant quelques mois où part mon argent ou comment je fais? Ce qui nous intéresse, c'est avoir cette vision claire sur les flux financiers, les flux rentrants et flux sortants. Si tu es plus à l'aise avec l'informatique, installe l'application type Banking, Linkso, quelque chose qui va te tracer tout ça automatiquement. C'est juste l'agrégateur de comptes, c'est l'application qui va se connecter avec ton compte en banque. Chaque fois que tu fais les dépenses, tiens, tu as une petite ligne, j'ai dépensé chez Monoprix 30 € à telle date. C'est juste un tracker automatisé. Mais mieux encore, c'est noter toi-même. Effectivement, on passe par un bon vieil tableau Excel ou cahier, stylo cahier. On note, aujourd'hui, j'ai dépensé tant. Et tu commences à tracer en fait tout ce que tu dépenses. Où et combien, chaque jour. Les plus les situations elle est catastrophique, les plus souvent tu vas noter. Quelqu'un qui gère bien, tu peux accumuler, tu sais, les factures, les recettes, etc. Peut-être noter une fois par semaine. Quelqu'un qui est dans les situations où on ne gère pas du tout, on va les faire chaque jour. Donc, chaque jour que tu as rentré d'argent, tiens, mon salaire qui est arrivé, c'est tant. Tiens, je veux les remboursements de la Sécu, tant. Tiens, je veux en aide des CAF, tant. Les faits que tu vas commencer à noter, tous les rentrées et sorties, et n'oubliez pas les rentrées, parce qu'on a les tendances de noter que les dépenses. Non, ça nous intéresse aussi les rentrées. Ça nous montre où, combien on dépense. On commence à détecter tout de suite les anomalies. On voit où on dépense trop. On commence à voir tout de suite les dépenses émotionnelles. On commence à voir les vrais montants. On commence à nous rendre compte des situations actuelles. Et c'est pour ça que parfois, on n'a même pas besoin d'aller plusieurs mois. 2 semaines, ça suffit. Juste, c'est rendre compte combien tu dépenses réellement et où. Ok, donc en fait au final, si on voulait faire le truc le plus simple, c'est tu prends un cahier. Imaginons c'est quelqu'un qui voilà qui se dit oh là là, je vais pas faire un fichier Excel, ça va être trop compliqué machin. Cahier stylo. Je prends un cahier, un stylo et tous les jours, tous les soirs, je note qu'est-ce que j'ai dépensé aujourd'hui ou juste voilà, je l'écris et déjà tu te rends compte à la limite au bout de quelques semaines bah où l'argent part et ça te fait prendre conscience en fait de tes actions et de ouais, je comprends. Super. Oui, c'est tout simplement une première étape parce que prise en main, on commence à accumuler des données, en fait, les matières avec lesquelles on va travailler plus tard et on commence à nous habituer au fait de gérer nos finances, de savoir combien on gagne, combien on dépense, où et comment. Et tout de suite, je peux vous dire que vous allez corriger dans les foulées tout de suite certaines choses parce que vous allez vous rendre compte. Donc, on a déjà les prises de conscience encore plus importantes qu'avant. Ouais, c'est ça en fait, c'est de se connecter aux chiffres parce que en fait moi je peux me rendre compte, enfin moi je suis pas très dépensière hein, mais on peut se rendre compte que des fois on peut avoir tendance à acheter un truc sous l'impulsion et pas se rendre compte en fait de l'impact que ça a. Et là du coup comme tu commences à noter sur ton cahier tous les soirs, bah tu te dis attends, oula, je vais devoir le noter ce soir, est-ce que je suis vraiment fière là de ce que je suis en train de faire? En fait non, et du coup ça va te faire réfléchir à toutes tes dépenses. Non, c'est génial, j'adore. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut des données. On va se baser sur les vrais chiffres et là, ça nous aide à voir ces différents indicateurs et les choses avec lesquelles on va travailler tout de suite dans les points 4 parce qu'on a les tendances tout de suite à aller vers les points 4 qui est la gestion. Mais j'insiste qu'on parle des points 3. Parfait, alors on va attaquer le point 3. Donc là c'est bon, je suis devenue la boss, j'ai accepté que j'ai fait la prise de conscience. Je note maintenant sur mon cahier toutes mes dépenses et ça me fait prendre en main mes finances. Et maintenant c'est quoi la troisième étape? La 13e étape, c'est notre épargne. Précisément notre épargne de sécurité. C'est notre sécurité. Il faut la construire. C'est pas sexy, c'est pas drôle.
L'épargne, ça pose toujours les plus des problèmes et des questions dans la gestion des finances personnelles. D'où le fait que je l'indique clairement dans l'étape 3, on va commencer à construire notre épargne et ce n'est pas négociable. Point. Si il t'arrive quelque chose, si tu as l'imprévu, on peut parler d'imprévu qui n'est pas très grave, ta machine à laver, il est tombé en panne. On peut parler d'imprévu qui est plus grave. Si demain, tu vas partir en chômage et ton revenu il va baisser, avec cette épargne de sécurité, potentiellement, tu peux compléter. Donc, tu vas pas dire, au jour de lendemain, j'arrête la crèche de ma fille parce que ça me coûte trop cher et je n'y peux plus. C'est grâce à cette épargne de sécurité que tu vas peut-être compléter. Épargne de sécurité, c'était achète du temps pour te remettre dans les situations, pour commencer à gagner normalement. Et ils servent pour payer pour tous les imprévus qui ne sont pas possibles de supporter avec ton budget de mois. Ok. En fait, ton épargne de sécurité, c'est ta sécurité, en fait. Ça, maintenir les bons niveaux de vie pendant plusieurs mois, c'était acheter du temps ou remédier à tous les problèmes imprévus auxquels tu n'as pas pensé pour ne pas faire les bêtises dramatiques, type aller prendre les crédits de consommation ou aller, je sais pas, les choses qui vont avoir les conséquences graves, encore plus graves, sur tes finances. Très très bien, c'est super clair. Et du coup, combien tu recommandes, si on peut parler un peu chiffres, quelqu'un qui gagne par exemple 2 000 € par mois, tu considères que c'est quoi une bonne épargne de sécurité pour lui? Enfin, pour avoir un ordre d'idée. On se base sur les dépenses des foyers. C'est en fonction de notre situation. 2 personnes en CDI, ils ont peut-être besoin un peu moins que mère célibataire, 3 enfants à charge, profession libérale. En général, on dit il nous faut entre 3 à 6 mois des revenus de foyer ou des dépenses, en tout cas dépenses fixes des foyers. Donc moi, ça m'apprend aussi des choses. Parce que tu vois, moi, nous, on était plutôt du genre à beaucoup économiser et à laisser dormir beaucoup d'argent. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que entre 3 et 6 mois, en fonction du profil du foyer, on arbitre si on a besoin de 3 mois ou plutôt 6 mois. Mais après, ça sert à rien d'avoir 1 an ou 2 ans de salaire sur son compte d'épargne de sécurité. C'est plus de l'épargne de sécurité. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si par exemple vous investissez en immobilier, vous devez pas toucher à l'épargne de sécurité de 3 à 6 mois dans votre investissement immobilier parce que l'épargne de Hors de sécurité, question. voilà, l'épargne de Là, sécurité, elle est non négociable et elle est là pour votre sécurité et pas pour vos investissements. Non, on parle de sécurité de votre famille, donc arrêtez de mettre votre famille en danger, surtout les gens qui ont des enfants. Je sais que c'est pas très sexy à dire. Je sais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je 3 à 6 mois. Tu vois, pour les gens qui, moi, j'accompagne, j'ai dit 6 mois tout court. Donc là, j'ai fait un nuance pour ton audience. Je sais que vous voulez aller vite. Je sais que vous voulez investir. Donc, allez dans certains cas, exceptionnellement, 3 mois, pourquoi pas, et encore. Tu vois, j'ai fait cette nuance. Moi, je suis plus sur 6 mois d'habitude. Je sais, mais comme je vais voir les profils, je suis étudiant, j'ai investi en petit immeuble, des rapports en Provence, c'est génial, etc. Demain, il ne serait-ce qu'un seul appartement qui arrête de payer, tu fais quoi? Zéro épargne de sécurité, zéro revenu. Et je vais voir tellement des cas où tu es tellement fier que tu as négocié avec ton banquier, c'est super. Mais tu fais quoi au moindre imprévu? Après avoir vécu appel des fonds de la copropriété ou d'autres choses, tu en appelles des fonds des 5 000 €, tu fais quoi si tu n'as pas, tu as rien de coûté? Donc, oui, relativiser en fonction de votre capacité de prendre des risques et votre capacité de faire face à ces différentes actions. Mais avant, encore une fois, avion, masque sur nous, on met l'épargne de sécurité en place. C'est notre sécurité parce que je veux bien qu'on pense tous qu'on va vivre jusqu'à l'âge des 90 ans, avoir une bonne santé, tout va être génial, tout va être bien. Les séparations, ça arrive. Et c'est pas toujours vous qui décidez d'ailleurs, donc ça peut arriver au jour de lendemain. Les accidents, ça arrive. Les licenciements, même si on est en CDI, on pense qu'on est en sécurité, ça arrive. Les changements de vie drastiques avec les déménagements d'autres régions, ça arrive. Vos parents, ils sont pas plus jeunes chaque jour, donc on peut voir les situations, on va devoir aider notre famille. Les enfants, ça grandit, ça part à faire les études dans d'autres villes où il faut payer, etc. Bref, épargne de sécurité, Ok, c'est c'est non bon. négociable, tu C'est vois. bon. Alors j'ai noté 6 mois, si je veux être prudente, c'est bien. 6 mois d'épargne de sécurité.
sur un compte disponible, liquide, type livret A. Qu'est-ce que tu recommandes du coup Votre épargne de sécurité doit être disponible à la limite avec un seul appel téléphonique ou 3 clics sur application bancaire. Ok. Donc là, ce serait quoi? Livret A, PEL? On va commencer avec les livrets A. C'est déjà bien. Ok, livret A. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc j'imagine que voilà, faut faire des efforts tous les mois pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais à un moment donné, il faut y arriver. Ouais. Et ensuite, on passe à l'étape numéro 4. Yes, on peut quand même dire 2-3 mois avant qu'on passe à l'étape de 4, mais ça reste dans la même thématique. Donc, l'étape 4, c'est bien la gestion des non-finances. Et quand j'ai commencé déjà à parler d'épargne, épargne de sécurité, ce n'est pas les seuls types d'épargne. On a les tendances de penser que épargne égale épargne de sécurité. On a différents types d'épargne qu'on peut avoir. Et on va commencer dans la partie gestion, mettre en place aussi les différents types d'épargne. C'est là, notamment, on va voir l'épargne des provisions. Donc là, c'est toutes les dépenses qui vont arriver dont j'ai les connaissances dès maintenant aujourd'hui, qui vont pas passer sur le budget de mois. Par exemple, je sais que j'ai les charges de copropriété trimestrielles à payer. Donc 2 mois, ça va. Troisième, bam, j'ai risque de finir en découvert parce qu'on ajoute ça en plus, ça passe plus. Donc toutes les dépenses importantes dont on a les consciences maintenant, donc, on va commencer à mettre en place l'épargne des provisions. Donc, c'est pas pour les imprévus, c'est déjà pour les choses qu'on sait bien que ça arrive, mais il faut bien se préparer en avance et laisser cette charge sur nos dépenses. Donc, dans les parties gestion, ça y est, j'ai fini avec l'épargne. Ok, on va passe à sur les gestions. Ok. Voilà. Donc, dans les parties gestion, c'est là notamment, on commence à gérer. Et on commence à gérer quoi? On commence à gérer nos revenus, nos dettes, notre épargne et nos dépenses. On commence à gérer. Donc, on va qu'est-ce qu'il faut payer. Est-ce qu'on a de mauvaises dettes, par exemple, crédit de consommation, est-ce qu'il faut s'en débarrasser? On commence à faire pour des vrais un budget annuel, budget mensuel. On fait le budget, on suit nos finances. D'ailleurs, je vais faire un petit... attention, pour tout le monde qui nous regarde, arrêtez-vous de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Ça va être la partie les plus importantes en gestion des finances personnelles. Donc, il existe en réalité 3 étapes de bonne gestion des finances personnelles. Les premières, c'est qu'en début du mois, on va faire le budget provisionnel. Donc, déjà, on se pose et on commence à faire le budget provisionnel. Je pense que je vais dépenser ça, ça et ça. Je pense que je vais être débité ça, ça et ça pour mes dépenses fixes. Je pense que je vais gagner de temps. Ça reste du provisionnel. Ça peut changer au cours du mois. Deuxième étape, je gère ça pendant les mois. Je gère. C'est pas je constate que je vais dans le mur. Je sais pas que je constate que j'ai dépensé beaucoup plus que j'ai prévu. Je gère. Donc, si j'ai dépensé plus de qu'est-ce que j'ai prévu, j'ai fait quoi? Si j'en dépense imprévu, j'ai fait quoi? Si j'étais pas suffisamment payé et je pensais que je vais être payé 2 fois plus, je fais quoi? Donc, ça, c'est bien les parties gestion. Je vais en revenir juste après. Et la troisième étape, c'est à la fin des mois, on se pose et on va voir les différences entre notre budget provisionnel et le budget réel. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé au début du mois va se passer et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et souvent, on oublie cet exercice à la fin du mois. On dit, OK, je constate que voilà, ça n'a pas marché cette mois. Mince. Mais on se pose et on analyse en fait les choses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette analyse qu'on va ajuster les budgets pour le mois d'après. C'est là, lors de cette analyse, notamment, on va dire, OK, j'ai pensé que je dépense 300 € en alimentation. En réalité, c'est 600. Donc, j'ai fait quoi? Soit j'ai réagi, j'ai essayé d'optimiser. Dans ce cas-là, je vais peut-être arrêter de sortir autant au resto. Je vais acheter plus en grande quantité. Je vais commencer à faire les menus pour la semaine. Donc, je ne suis pas contente avec les situations. Je cherche à la changer. C'est ma responsabilité, encore une fois. Donc, les mois d'après, quand je fais les budgets, je ne mets pas 300 en provisionnel, je mets 600. Et en fait, que je viens de jeter 300, ailleurs, quelque part, il va falloir changer à autre chose. Il faut diminuer quelque part. Donc, en fait, on se base toujours sur les vraies données, dans les vraies vies, et on ne fait pas les budgets qui fait plaisir parce que tu as tout beau, tout propre, et voilà. Maintenant, je reviens sur les deuxièmes étapes. C'est là où 80,9% de tous les problèmes des finances personnelles viennent. Donc, pour ne pas vous perdre, on a sur l'étape 4, gestion, mais j'étais en train de parler des 3 étapes des gestions des finances personnelles. Okay. Oui, ah oui, oui, voilà. Et donc, les bonnes gestions, c'est faire les budgets provisionnels au début du mois, suivre et gérer ses finances pendant les mois et faire cette analyse à la fin du mois. À la fin du mois. Là, je reviens sur cette gestion million.
C'est là où tous les problèmes viennent. D'habitude, c'est là toutes les femmes que j'accompagne qui vont me dire, j'ai fait les budgets, ça sert à rien. J'ai fait les budgets, mais j'étais toujours au découvert. Je sais faire les budgets, etc. Donc, les faits de faire les budgets, ça sert à rien si vous n'y gérez pas derrière. Encore une fois, si vous vous positionnez en tant que les dépenses, ça se passe, ça arrive, Ouais, on les regarde passer. on les regarde passer, notamment je constate que, voilà, encore j'ai dépensé tant, encore j'ai fini en découvert, ça va rien changer. Si je me mets en acteur et décisionnaire de mes dépenses et mes finances personnelles, là, ça change tout. Donc là, je constate que j'ai encore fait telle dépense, ça m'a coûté plus cher. Donc, on n'attend pas la fin du mois pour constater les dégâts. On réagit comme quelqu'un qui est à la limite chef d'entreprise, mais là, ça va être l'entreprise, ça va être nos finances personnelles. On voit qu'on est en train d'aller dans les murs. On fait quoi? Et c'est là quelqu'un qui gère, qui va faire cette action versus quelqu'un qui ne gère pas, qui va juste attendre jusqu'à la fin du mois pour constater les dégâts. Donc, est-ce que je coupe les dépenses ailleurs? Est-ce que j'essaie de gagner plus? Est-ce que je serre les ceintures? Là, les exemples que tu as donnés, oui, ça marche aussi. En fait, oui, pendant 2 mois, je vais manger du riz. C'est pas sexy, mais tant pis. C'est là cette différence de quelqu'un qui gère et quelqu'un qui ne gère pas. Et si les plus on a de l'avance pour voir ces problèmes qui arrivent, les plus simples, c'est gérer. Quelqu'un qui va faire les budgets annuels et qui va constater qu'en Noël, dans 8 mois, je vais finir à découvert. Il y a beaucoup plus des options pour mettre en place les différentes actions pour éviter ça, versus quelqu'un qui va faire un budget au début décembre et qui va noter toutes les dépenses du mois de décembre. Et il va dire, oups, au final, ça passe pas. C'est pour ça que personnellement, moi, dans tous les accompagnements, on commence par les budgets annuels et après seulement, on parle des budgets mensuels et après seulement, on parle de gestion parce que cette vision à 1 an à venir vous permet de noter les projets importants, de noter les dépenses qui sont trimestrielles, annuelles, qui ne sont pas évidentes dans le budget mensuel. Il vous donne plus de temps pour ajuster votre trajectoire et ajuster vos actions. Et voilà, c'est beaucoup plus parlant pour prendre en main ces situations que juste cette vision d'1 mois. Allez, je donne le deuxième exemple et après je m'arrête. Tu m'as dit si tu as des questions parce que là, encore une fois, je peux parler très, très longtemps. Les différences entre les pauvres et les riches, cet horizon de planification. Les gens qui sont en précarité, qui sont difficultés financières, on est en train de planifier à la limite à la journée. En fait, je ne sais pas comment je vais survivre jusqu'à la fin de la journée. C'est toujours les problèmes, c'est toujours compliqué et tout. C'est la survie en fait. Les gens qui commencent à un peu mieux gérer, ok, on commence à se poser la question, ok, dans 12 semaines, 1 mois, on commence à augmenter cet horizon des réflexions. Des gens qui sont investisseurs, qui gèrent bien. Là, on réfléchit à 1 an, à 5 ans. Et regardez les gens qui sont visionnaires, les grands noms dans les business, etc. Eux, ils vous parlent des 10 ans à venir, 50 ans à venir. Eux, ils sont là déjà. Horizon de placement, des gens qui sont extrêmement aisés. Nickel, très bien. Donc, alors je fais un mini récapitulatif des 4 étapes avant d'attaquer la 5e et dernière étape. Ça te va comme ça, tout le monde, et tu me dis si j'ai bien compris. Donc, première étape, j'ai pris conscience, je suis la boss. Deuxième étape, je prends en main et je commence à noter tout simplement sur une feuille de papier, un crayon, mes dépenses. Comme ça me fait déjà me rendre compte un peu de ce qui se passe dans mes finances. Troisième étape, je me mets en mode, faut que j'économise pour avoir cette fameuse épargne de sécurité qui est la base et qui n'est pas faite pour faire les achats de Noël, hein, je précise. C'est vraiment l'épargne de sécurité qui est faite pour vivre, dormir sur ses 2 oreilles et savoir qu'en cas d'imprévu, on a un peu de marge pour voir venir. Et la 4e étape, c'est une étape qui est déjà où on passe à un niveau supérieur, où on se dit, ok, faudrait que je prévoie à l'avance les dépenses à l'échelle de mon année, peut-être la taxe foncière aussi en octobre, enfin les grosses charges un peu que j'ai une vue globale. Et donc ça, probablement peut-être plutôt dans un fichier Excel ou dans un document, ou toujours sur un papier, mais ce sera plus simple peut-être sur un papier. Donc là, on est déjà passé à l'étape d'après. Et là, je me dis, ok, j'ai envie de me préparer à mon futur investissement immobilier. Donc c'est quoi la 5e étape? Qu'est-ce que je peux faire là pour vraiment améliorer encore
les choses pour moi pour être vraiment prête à passer à l'étape supérieure? En réalité, ta préparation, elle commence dès l'étape 4, dès l'étape gestion. Parce que là, on parle des gestions des finances personnelles. D'ailleurs, pour les modèles de budget annuels, vous pouvez les télécharger gratuitement sur mon site parce que je sais qu'il n'existe pas beaucoup. Et c'est les modèles sur Excel ou Google Sheet que vous pouvez utiliser. Donc là, on a un an entier. Trop bien. Ça, je pourrais mettre le lien dans la description? Oui, avec plaisir. Super. C'est un modèle gratuit, n'hésitez pas. Et c'est le modèle qu'on utilise, nous, dans tous nos accompagnements. Donc, c'est pas Très le bien. modèle. Voilà. Dans les parties gestion, déjà, en réalité, tu vas commencer à gérer tes revenus, tes dettes, ton épargne et tes dépenses. Donc, tu commences en soi déjà à les travailler dans les parties gestion. Comme tu te projettes à un an à venir, comme tu commences à faire ton budget, normalement, si tu as déjà un projet d'investissement, etc., tu vas mettre en petite ligne, tu vois, préparatif de projet où tu vas aller chercher à augmenter tes revenus, tu vas... Voilà, donc tu as déjà quand même cette réflexion au niveau de gestion parce que comme tu te projettes à un an à venir, bah, tu as quand même les tendances à commencer à réfléchir. Donc, ça aide déjà. C'est en demi-étape, j'ai envie de dire, ça commence. Mais les vrais travaux, ça commence dans l'étape 5, je suis d'accord avec toi. Donc, les cinquièmes étapes de nos bonne gestion des finances pour investir, c'est toute cette étape de nettoyage ou optimisation, on peut la dire de manière plus, tu vois, soutenue peut-être. Mais en gros, on va nettoyer ou optimiser nos situations. C'est là où on va se rendre compte qu'on a des crédits de consommation qui ne servent à rien. On va chercher à les solder le plus rapidement possible. C'est là où on va se rendre compte qu'on n'a pas suffisamment d'épargne. On va augmenter notre épargne. C'est là où on va optimiser nos dépenses. C'est là où on va introduire certains types de dépenses qui n'ont pas été là. Il faut arrêter de penser qu'optimisation des dépenses, c'est que couper, couper, couper. Optimisation des dépenses, c'est couper où il faut et augmenter certains d'autres types de dépenses. Là, exemple, encore une fois, de mes participantes, en mère des foyers qui est en bout de burn-out, qui ne peut plus, c'est bien de parler d'investissement, mais d'abord, tu vas mettre en petite ligne sur dépenses, plaisir pour toi. Et on va commencer à réfléchir comment toi, tu vas peut-être partir quelques week-ends, comment toi, tu vas prendre un babysitter quelque part un peu plus, comment toi, tu vas payer les femmes du ménage pour te libérer quelques heures pour souffler. Tu vois, c'est ça, c'est nettoyage, optimisation. On va vraiment dire, OK, est-ce que les manières dont j'utilise mes finances aujourd'hui, ça correspond à mon monde de vie, ça correspond à mes valeurs, ça correspond à qu'est-ce que je veux faire dans les futurs, à mes futurs objectifs et on commence à bouger les choses. Ok. Tu vois, c'est pas que couper. Assez souvent, j'insiste sur, il faut introduire sur ton poste des dépenses qui n'ont pas été là avant. Ouais, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que il y a pas à toujours avoir, enfin, je reformule, mais c'est bien d'avoir le mindset de faut que je dépense moins, faut que je sois radin, faut que je dépense de moins en moins. Il y a aussi le fait, en fait, il faut que j'aligne mes dépenses de vie à la vision que j'ai et à mon bien-être. Et donc, peut-être qu'en réalité, dépenser des habits supplémentaires, bah, ça a pas vraiment de sens. Mais peut-être que, en effet, avoir une femme de ménage pour avoir plus de temps, pour soit lancer un side business ou pour avoir soi-même du temps pour soi, bah, c'est peut-être ça la dépense que je dois prioriser. En fait, de mettre les dépenses au bon endroit, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. En fait, tout simplement, tu as ton revenu par mois à ce stade. J'espère que ça va changer plus tard, mais à ce stade, il est limité. Donc, on cherche les meilleures manières d'utiliser ce que tu as déjà. Et du coup, on va rééquilibrer les choses. On va nettoyer, on fait grand ménage dans toutes les dépenses qui servent à rien. On va renégocier les contrats, on va voir comment on peut optimiser sur ton poste de dépenses, on va supprimer les choses. Oui, on va faire les grands ménages, mais après, on va voir comment on va rééquilibrer les choses. Donc, tu veux investir en bourse? Absolument. Tu veux commencer avec les petites sommes? Ok, on va introduire une petite ligne, investissement en bourse mensuel, en DCA chaque mois. Alors juste pour dire pour les Oui, auditeurs, je pardon. sais pas s'ils savent ce que ça veut dire le DCA, mais du coup ça veut dire que enfin, une technique d'investissement assez répandue, c'est de se dire je mets par exemple 50 euros tous les mois en bourse et le DCA ça fait que bah au lieu de tout mettre d'un seul coup, bah, en fait t'en mets un petit peu au fur et à mesure et ça fait que ton prix d'entrée est lissé dans le temps et tu prends entre guillemets moins de risques. Voilà, j'étais juste pour expliquer. Oui, oui, Voilà. mais tu as bien fait, effectivement, je Ouais, n'ai pas ouais. pensé. Mais voilà, donc tu as introduit ton investissement, tu veux te former
tu veux être accompagné par investisseur sereine, par Mhm. exemple, malgré tout, ça en sort ton coût. Tu commences à introduire ça dans tes savings, ton épargne pour te payer cette formation dans 3, 4 mois. C'est à toi de voir. Mais en fait, tu commences à dire, OK, quels sont mes objectifs? Où est-ce que je veux aller? Quelles sont les meilleures manières d'en arriver avec mes finances? Et là, encore une fois, tu es acteur de ta vie au lieu de, bah, en fait, voilà. Parfois, c'est pas très simple de faire, mais tu es limité dans les ressources. Argent que tu as par mois, bah, malheureusement, c'est limité. Donc, c'est quoi les meilleures utilisations que tu vas en faire? Très bien, bah, c'est super. Bah, je pense qu'on a fait un beau tour, non, des 5 étapes, où il y avait encore quelque chose dans la cinquième étape à voir. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Les abonnements, les assurances, enfin revoir aussi tout ce qu'on peut. Des fois, il y a des dépenses inutiles et qu'on se dit attends, mais je paye encore la salle de sport alors que j'y vais plus. Donc des fois, faut se dire bah j'arrête, ça sert à rien ou je sais pas. Bah, c'est ça les nettoyages. Tu vas passer à la limite, les idéales, tu vas ligne par ligne en fait. Ouais. Comme maintenant tu as ton budget et comme maintenant tu as les visions sur combien tu payes où, bah tu vas ligne par ligne. À chaque fois, tu te poses des questions. En fait, est-ce qu'il a les choses à faire ici? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça m'aide pas? Et à la fin, attention de ne pas oublier de dire au contraire quelles sont les lignes qui ne sont pas là encore. Bah c'est super. En fait, je pense que tu as donné plein de pistes aux auditeurs pour prendre leurs finances en main. En plus, moi, je veux dire un truc, c'est que moi, je suis convaincue que même les gens qui gagnent bien leur vie et qui ont de l'épargne de côté devraient quand même faire tous ces exercices par rapport à la vision, à la gestion du budget. Parce qu'en fait, même si on gagne bien sa vie et que on a l'impression qu'on est large et qu'on n'a pas besoin de gérer son budget, mais en fait, ça fait quand même du bien de prendre possession un peu sur tout ça pour avoir une vision long terme et de, voilà. C'était juste ça que je voulais rajouter. Non, mais absolument, j'étais rejointe parce que, attention, mes clients, c'est pas que les gens qui sont en découvert, etc. C'est juste les gens qui ne savent pas gérer leurs finances, que ce soit par manque d'éducation ou le manque des intérêts de leur part. Mais dites-vous que si vous gérez pas, bah, à la limite, c'est quelqu'un d'autre qui gère pour vous. C'est les gâchis, en fait. Vous passez votre vie à gagner de l'argent, vous passez des heures et des heures de votre vie que vous passez pas avec votre famille, ou vous n'êtes pas en vacances, donc pourquoi travailler si dur pour gagner, pour après gaspiller complètement? Parce qu'avec exactement les mêmes revenus, avec exactement le même salaire, si on équilibre les choses différemment, si on optimise, on nettoie, on se dégage potentiellement les gains beaucoup plus importants qu'on peut allouer à investissement. On peut commencer à investir beaucoup plus vite. Ouais, non, mais j'adore la comparaison. Ok, donc je vais faire un mini récapitulatif pour Yes, l'audience allez. des 5 étapes. Je vais essayer d'être efficace. Donc la première étape, c'est on prend conscience et on devient le maître à bord. C'est nous qui décidons, on est les chefs, on est responsables et on arrête de se trouver des excuses. La deuxième étape, c'est le fait de noter sur un papier tous les jours vos dépenses pour vraiment commencer à prendre en main et mettre un premier pas dans la gestion de vos finances. La troisième étape, c'est de mettre en place votre épargne de sécurité qui doit être entre 3 et 6 mois de dépenses pour pouvoir voir venir en cas de vrai imprévu. Et c'est pas là-dedans qu'on pioche pour, comme je disais, les dépenses de Noël ou la taxe foncière, ou etc. Le but, c'est que ça, normalement, ça doit être prévu dans votre budget avec des provisions. La quatrième étape, c'est là où on passe un petit peu au stade supérieur. On commence à mettre en place un fichier Excel. D'ailleurs, il y a le fichier que Katia qui nous propose de télécharger, donc je le mets dans la description en bas de l'épisode. Comme ça, vous commencez à être un peu plus professionnel, on va dire, avec la gestion de votre budget et vous anticipez vos dépenses, vous prenez du recul et vous réfléchissez aussi à prévoir les dépenses à l'avance, comme la rentrée des classes, enfin toutes les dépenses qui sont supérieures à votre budget de base. Et pour finir, il y a le grand nettoyage de ces finances où vous allez, par exemple, déjà nettoyer peut-être les abonnements inutiles, renégocier vos assurances, solder vos crédits à la consommation et commencer à mettre en place, comme disait Katia, aligner en fait son budget avec sa vision de vie. Donc, si votre vision dans la vie, c'est d'être toujours bien habillé et d'être jolie, bah, très bien, dépensez votre argent dans le maquillage et les vêtements. Mais si votre vision dans la vie, c'est peut-être de vous développer personnellement, de lancer une entreprise, de vouloir arrêter d'être salarié, bah, à ce moment-là, vous priorisez vos dépenses dans la direction vers où vous voulez vraiment aller dans votre vie.
Voilà pour le petit résumé. Si vous voulez continuer à suivre Katia Finance, si vous avez bien aimé son énergie et ses conseils pertinents et aussi ses exemples assez rigolos et parlants, alors comment est-ce qu'on peut te suivre, Katia? Bah, c'est Katia Finance partout. Donc, du coup, Instagram, YouTube ou sur mon site internet, c'est toujours Katia, Katia, finance avec un S à la fin en pluriel, .fr. Donc, Katia Finance partout. Vous êtes bienvenus et n'hésitez pas à faire les tours parce que j'ai pas mal des outils gratuits notamment qui vous aident à prendre en main vos finances personnelles. Donc, profitez de ces outils pour voir voilà, où vous êtes actuellement avec vos finances. Et en plus, Katia va bientôt lancer son podcast en juillet. Donc Tout à fait. je vais aussi je mettrai à jour le lien dans la description de son podcast quand il va être sorti. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé par suivre les conseils de Katia pour vos finances, et ben à ce moment-là, vous pourrez directement aller dans la description, trouver le lien vers son podcast. Super. Voilà, donc je mets tous les liens en description et je pense qu'on a terminé. Merci Katia en tout cas pour avoir partagé toutes ces connaissances et toute ton expérience. Avec plaisir. Excellente journée à tout le monde. Salut! Salut, salut.